Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de La Lame, le podcast qui parle d'art, de militantisme et d'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, on va voir comment créer son entreprise en tant qu'artiste. Alors comme je vous l'ai dit, quand je me suis lancée, dans mon auto-entreprise, j'étais totalement perdue. C'est pas du tout quelque chose, que l'on apprend lors d'études, artistiques. Comment vivre de ses projets, c'est quand même très flou, quel que soit, le domaine, j'ai l'impression et il y a des bases commerciales, marketing à avoir qu'on n'apprend jamais et c'est pour ça que je trouve important d'en parler, entre nous parce que autant s'échanger des tips et s'entraider plutôt que galérer chacun dans son coin. Personnellement, je suis photographe et vidéaste et sur le papier aussi illustratrice parce que je voulais un statut assez large pour pouvoir évoluer dans mon métier. Je suis en auto-entreprise. Je compte changer de statut à un moment parce que l'auto-entreprise, c'est beaucoup de taxes et très peu de protection sociale. Mais en tout cas, pour un début de projet, c'est quand même assez pratique parce qu'une auto-entreprise, ça prend vraiment 2 heures à ouvrir et vous êtes taxé sur le chiffre d'affaires que vous faites. Donc voilà, si vous faites pas d'argent, ça vous coûte rien. J'ai créé mon auto-entreprise en mai 2021 et première erreur de ma part, j'ai créé mon auto-entreprise trop tôt. J'étais sur le point de déménager entre Saint-Denis dans le 93 et Lyon dans le 69. Déjà, premier tips, lorsque vous changez de région, vous changez de chambre des métiers. Et en fait, si vous changez de région, on vous ferme, entre guillemets, votre auto-entreprise et vous la refaites. Donc en gros, quand on crée une auto-entreprise, on paye, je sais plus combien c'est, mais j'avais payé dans mes souvenirs 200 € en frais de dossier, etc. Et j'y avais fait pas mal de paperasse quand même. Et en gros, lorsque vous changez de département, vous changez de chambre des métiers et du coup, vous changez un peu tout. Je sais plus si j'ai changé de tirette, mais quand je vous dis que vous fermez votre boîte et que vous la réouvrez, en soi, ils vous redemandent pas tout depuis le début, mais il y a quand même beaucoup de paperasse à refaire. Faut repayer, c'est relou. Donc, si vous savez que vous allez déménager dans pas longtemps, créez votre boîte à votre nouvelle adresse. Et du coup, je suis vraiment à plein temps dans mon auto-entreprise depuis janvier 2022. Alors en gros, j'ai déménagé à Lyon. Et au début, j'étais pas trop sûre de moi. Je savais que je voulais me lancer dans ma boîte, mais j'avais peur de plein de choses. Et du coup, j'ai quand même pris un travail alimentaire. J'ai repris un travail alimentaire quand je suis arrivée à Lyon, que j'ai gardé que 2 mois parce que je me suis rendu compte que j'avais le droit au chômage et que le chômage et l'auto-entreprise c'était cumulable. Et ça, ce serait par exemple mon premier conseil. Et moi, j'entends plein d'auto entrepreneurs ou d'entrepreneurs qui disent waouh, mais tu sais, tu peux créer ta boîte à partir de rien, tu peux créer ta boîte avec 0 €. C'est faux. Vraiment, c'est quand même, je pense, quelque chose de privilégié que de créer des boîtes. N'importe qui n'a pas les moyens en fait de le faire. Je pense qu'il faut avoir un bon capital de départ quand même, malheureusement, pour le faire, ou en tout cas une sécurité. Je vous conseillerais de vraiment faire attention à vous parce que on peut vite se perdre dans ses projets, complètement se ruiner et se mettre dans la merde et c'est pas le but. Je pense qu'il faut quand même assurer un petit peu ses arrières et malheureusement c'est quelque chose pour moi de privilégié que de pouvoir créer sa boîte en 2023. Il y a plein de gens qui n'ont pas les moyens. Donc moi en fait quand j'ai créé ma boîte, j'avais déjà travaillé quelques années alors que j'étais chez mes parents, du coup j'ai pu pas mal mettre de côté. J'ai aussi le grand privilège de bien m'entendre avec mes parents et d'avoir des parents qui sont de classe moyenne et qui du coup sont aptes à m'aider financièrement si jamais j'ai besoin parce que j'arrive pas à payer mon loyer, parce que ça fait des mois que je me suis pas payée ou parce qu'il faut que j'achète du matos et que j'ai besoin d'aide, enfin voilà. On va pas se mentir, ça c'est une chance incroyable. Du coup faites toujours attention à ce qu'on vous dit de ah oui tu peux créer ta boîte toi-même parce qu'en fait ça coûte cher. Déjà tu payes 200 € quand tu crées ta boîte et c'est aussi et surtout tous les frais qui vont être engendrés par ton activité qui sont à prendre en compte. Moi, rien que cette année, j'ai dépensé des milliers d'euros en matériel. Et même si on peut faire beaucoup avec peu de matériel, il faut quand même investir à un moment dans des trucs. Et voilà, ça coûte cher. Donc, j'ai pas envie de vous vendre du rêve. Faites attention, assurez vos arrières, essayez au moins de mettre un petit peu de côté. Et par exemple, moi, je trouve que le chômage, c'est quand même une grosse aide à l'auto-entreprise parce que aujourd'hui, tu peux cumuler le chômage et l'auto-entreprise. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai travaillé, j'ai eu des taf alimentaire avant de créer ma boîte et du coup j'ai eu le droit à 2 ans de chômage
Et le chômage est cumulable avec l'auto-entreprise, il faut juste déclarer et envoyer tes justificatifs URSSAF mensuels à Pôle emploi. Mais en gros, Pôle emploi va te donner ton chômage mensuel comme n'importe quel chômeur. Sauf que l'argent que tu vas faire avec ton auto-entreprise, il va le prendre en compte et baisser tes cotisations en fonction. Imaginons que tu gagnes 1000 euros de chômage. Si un jour tu gagnes, on va dire 700 euros de chiffre d'affaires avec ta boîte, Pôle emploi, il va prendre ça en compte. Il va pas t'enlever 700 euros, mais on va dire il va t'en enlever 500 par exemple. Mais du coup, ces 500 là qu'il va pas te donner, ils sont cumulables. Donc en gros, ça va quand même étirer ta période de chômage. Parce que le chômage, c'est 2 ans maximum aujourd'hui. Mais si jamais pendant 6 mois, tu vas gagner plus que le chômage, bah, le chômage va se reporter. Alors par contre, je sais pas si... Enfin, va durer plus longtemps, je veux dire. Je sais pas si c'est vraiment... s'il y a une date de péremption quand même. J'imagine que oui. C'est quand même pratique et ça permet à ce que si t'as un mois, ce qui arrive 90% du temps les premières années d'une boîte, s'il y a des mois où tu gagnes rien ou alors des mois où tu as plus ou moins de revenus, ça permet de te stabiliser, de pouvoir quand même payer ton loyer, tes factures et tout. Donc voilà, premier conseil, c'est vraiment de faire attention à vous et d'avoir un backup jamais. Il y en a qui créent leur auto-entreprise pendant qu'ils travaillent et petit à petit essayent de remplacer leur travail actuel par leur activité. Et il y en a qui vont carrément arrêter le travail pour pouvoir se mettre dans leur auto-entreprise. Je pense qu'il n'y a pas de bonne façon de faire et ça va être aussi un conseil tout le long de l'épisode, c'est faites-le à votre sauce, faites-le à votre instinct. Je pense que les gens travaillent pas de la même façon et que tout le monde est différent. Il n'y a pas une bonne façon de faire. Vous ferez comme vous le sentirez au moment donné. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé du coup mon statut quand j'étais encore à Saint-Denis parce que je savais que j'allais me lancer dans ce que je voulais quand je suis arrivée à Lyon. Quand je suis arrivée à Lyon, du coup, j'ai pris un travail alimentaire. J'ai essayé de faire ma boîte à côté. Je comprenais rien, je faisais que de la merde. Du coup, j'ai arrêté. Et du coup, j'ai arrêté mon travail alimentaire en décembre. Et en janvier, je me suis dit, ok, tu sais quoi, on reprend rien, on se met au chômage et on fait notre boîte à plein temps. Et du coup, ça c'est quand même un moment qui m'a beaucoup marqué et qui a été très compliqué. Entre janvier et avril, j'étais juste devant mon ordinateur et je savais pas quoi faire. Honnêtement, j'avais l'impression de travailler énormément. Je m'épuisais mentalement et j'avançais, mais pas d'un poil. Parce que je savais pas comment faire, je savais pas qui démarcher, je savais pas comment m'organiser, je savais pas comment ça marchait, je savais même pas écrire un contrat, j'étais juste trop perdue et je savais pas comment m'y prendre, personne m'appelait. Surtout que quand je suis arrivée à Lyon, j'avais aucun réseau et ça c'est hyper important pour une boîte et une activité. Et du coup, j'avais un peu tout à construire, mais je savais pas du tout dans quel sens faire ça. Et du coup, voilà, je vais vous donner un petit peu, je pense, mon plan d'action pour créer sa boîte et comment le faire et dans quel sens, dans quel ordre. Bien sûr, vous suivrez encore une fois votre instinct, mais moi, si j'avais des conseils à donner et si je pouvais refaire les choses, je les ferais dans ce sens-là. Donc déjà, avoir cette base-là, financière. Donc ensuite, déjà, premièrement, créer son statut, bien sûr, créer son auto-entreprise. Donc pour ça, c'est quand même assez simple sur Internet, vous pouvez un peu tout trouver. Il y a 2-3 rubriques qui sont un peu compliquées, genre BIC, machin, mais ça, vous trouvez très vite les réponses sur Internet. Et surtout, ça, il y a plein de gens qui le savent pas, mais vous pouvez prendre rendez-vous à la Chambre des métiers de l'artisanat, je crois que ça s'appelle comme ça. Et en fait, vous pouvez prendre rendez-vous avec un conseiller qui va vous aider à faire les papiers vous-même. Et en fait, il y a plein de structures comme ça qu'on connaît pas, moi je connaissais pas quand j'ai fait mon statut, qui vont vous aider à faire les papiers, et c'est hyper important en vrai, parce que ça peut vous permettre de ne pas cocher les mauvaises cases et dans 6 mois de vous rendre compte que vous avez pas du tout bien fait les choses et que ça peut vous coûter en fait administrativement parlant. Et du coup, voilà, moi quand j'ai refait ma boîte, quand je suis arrivée à Lyon, là, quand j'ai changé de statut, là je l'ai fait avec une conseillère qui m'a tout refait bien, qui m'a bien écrit les choses en fait. Et du coup, c'est assez rassurant en fait, quand on n'y connaît rien, d'avoir des bases solides et d'avoir fait ça avec quelqu'un dont c'est le métier. Ensuite, prendre une assurance de responsabilité civile professionnelle, c'est obligatoire, c'est important. Alors, je nuance mes propos, c'est pas obligatoire, je crois, dans la loi. Par contre, il y a beaucoup d'entreprises avec qui vous allez travailler qui vont vous en demander une. Il y a des plateformes aussi de freelance qui vont vous en demander. Et du coup, je vous conseille vraiment de le faire directement. Et en plus, ça vous permettra d'assurer votre matériel. Alors là, je sais que je parle pas que à des photographes. Peut-être il y a ici des gens qui veulent faire du graphisme, de l'illustration, etc. Mais moi, en fait, quand je me suis un peu formée à ça, j'ai aussi écouté des podcasts d'illustrateurs, de graphistes, de peintres, de plein de choses. En tout cas, quand on se lance dans un métier de prestation de service ou de réponse de commande, enfin voilà, je pense qu'une assurance de responsabilité civile professionnelle, c'est quand même indispensable. Donc ça, vous allez voir soit des assurances, justement, soit vous pouvez le faire aussi avec votre banque. Parfois, moi, c'est ce que j'ai fait en tout cas. J'ai créé mon compte, voilà, autre chose. Vous devez créer aussi votre compte bancaire professionnel.
Pareil, on va vous dire que c'est pas grave si tu le fais pas au début parce que l'URSSAF va pas aller regarder ton compte tout de suite et machin. Sauf que si l'URSSAF vous contrôle, si vous avez pas de compte professionnel, vous êtes dans la merde. Pareil. Moi, je pense que c'est très important de faire les choses bien dès le début. Ça coûte un peu d'argent, mais en fait, si vous êtes carré dès le début, ça va beaucoup mieux marcher. Donc voilà, assurance de responsabilité civile professionnelle et compte bancaire professionnel, pour moi, c'est indispensable. Et pareil, vous pouvez prendre du coup votre compte professionnel et votre assurance, dans la même banque. Moi, c'est ce que j'ai fait et j'ai vu que ça coûtait du coup moins cher que si je prenais une assurance professionnelle à côté. Et votre assurance vous permettra aussi du coup de assurer votre matériel et assurer votre bureau slash si vous travaillez chez vous, votre studio, enfin voilà. Aussi, dernier truc de paperasse, mais qui est hyper important, en fait quand on est créatif, on est nul en administratif souvent, pour ne pas mal faire les choses, je conseille vraiment de prendre soit un comptable, soit un logiciel de facturation au moins. Quand vous créerez ensuite peut-être votre société, par exemple, là les comptables c'est obligatoire, mais quand on est en auto-entreprise, un comptable n'est pas obligatoire. Par contre, je pense que c'est vraiment une vraie aide. En fait, écrire une facture, écrire un devis, c'est pas et faire sa comptabilité, c'est un métier en soi. Et je pense que si c'est pas notre métier, on peut être amené à vraiment mal le faire. C'est pour ça que je vous conseille vraiment de prendre peut-être un logiciel de facturation. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai pas de comptable, j'ai pas les sous d'avoir un comptable honnêtement. Mais par contre, je fais toutes mes factures sur Freebie. C'était un pote qui m'avait conseillé ça. Freebie, c'est un logiciel qui va vous faire vos factures, vos devis, votre trésor, qui va vous faire plein de trucs. Je sais plus ce qu'il fait. Enfin, il y a plein de possibilités. Mais vos factures, vos devis sont triés, sont numérotés. Et aussi, ce qui est bien, c'est que la loi change assez souvent sur les motions obligatoires à mettre sur vos documents officiels. Et du coup, les logiciels de facturation sont mis à jour très régulièrement là-dessus. Du coup, vous aurez aucun problème avec ça normalement. Ensuite, là c'était la partie administrative relou, mais on va passer sur le côté un petit peu plus passionnant, un peu plus marrant d'un début d'entreprise. C'est un petit peu la réflexion. C'est un truc que j'ai beaucoup négligé quand j'ai ouvert ma boîte, mais réfléchir à ma boîte, je l'ai fait seulement après. Comme je vous ai dit, j'ai eu une grosse période de flou entre janvier et avril. Et c'est en avril que j'ai vraiment commencé à bien faire les choses, donc de l'année dernière, c'est assez récent en vrai. Et du coup, à réfléchir sur les bases de mon entreprise. Et ça, c'est un truc qu'ils font beaucoup en entrepreneuriat. Vous avez vu, je me compte pas comme une entrepreneuse, mais c'est pas grave. J'ai du mal avec l'entrepreneuriat, honnêtement, parce que pour moi, l'entrepreneuriat, c'est de droite, mais autant qu'il y a des gens bien qui fassent de l'entrepreneuriat, donc lancez-vous dans vos projets. Voilà, c'était la petite intervention de gauche, voilà. Il y a quelques questions qui sont absolument indispensables et que vous devez vous poser lorsque vous créez votre projet et qui vont un peu créer les fondations de votre projet. Ces questions-là seront ensuite essentielles dans tous les pans de votre métier, que ce soit dans votre communication, dans vos offres, dans vos rapports à vos clients, dans la manière dont vous vous présentez. Alors c'est des questions très simples, mais qu'il va falloir beaucoup travailler ensuite. Déjà, première question, c'est qu'est-ce que je veux faire ? Qu'est-ce que je veux faire ? Qu'est-ce que je veux vendre ? Donc moi, par exemple, je veux faire de la photographie, de la vidéo, mais plus largement de l'art. Raconter des histoires, parler aux gens avec des émotions et essayer de les faire s'intéresser à des projets ou à des ambiances, de faire poser des questions. Et quand on dit que je veux faire de la photo, de la vidéo, par exemple, en principale activité, il y a aussi la question de quel type de photo, quel type de vidéo. Parce qu'on a tendance à beaucoup... Parce qu'au début, on peut se dire « Ah je vais élargir mon offre au maximum », parce que je veux pas perdre de clients si jamais le client ou la cliente ne rentre pas dans les offres que je propose. Alors que au contraire, plus vous allez avoir un champ d'activité large, moins on va vous faire confiance. En tout cas au début. Moi, pour un début d'activité, je conseille vraiment de se spécialiser à fond, de se nicher parce que on vous fera beaucoup plus confiance comme ça. D'autant plus que si vous vous nichez et que vous faites bien les choses, vous verrez que vous aurez aussi des clients qui vous demanderont d'autres choses qui sont pas dans votre niche. Donc vous inquiétez pas, ça vous ferme pas de porte, ça vous en ouvre par contre beaucoup. On peut prendre l'exemple d'un restaurant. Si jamais demain vous avez envie d'un italien et qu'il y a 2 restaurants devant vous, un restaurant qui fait de la cuisine autant italienne que japonaise, qui vous propose aussi de la cuisine africaine, mais qui dit aussi qu'il a des burgers, qu'il a des tapas, qu'il a de la cuisine bistronomique française, qui fait aussi de la pâtisserie, qui fait machin, ça vous donnera beaucoup moins confiance que si à côté vous avez une enseigne qui est spécialisée dans la cuisine italienne. S'il fait que ça, vous allez vous dire il va le faire bien. Et c'est un petit peu la même chose quand on est créatif. Donc par exemple avec la photo, demain vous voulez vous marier et vous avez 2 photographes devant vous,
autant moi par exemple qui vais vous dire ah mais vous savez je fais autant de la photographie de mariage que de la photographie d'événementiel, que de la photographie portrait, que de la photographie de musique, d'album, voilà et tout, et que je fais autant d'ailleurs de l'argentique que du numérique, que des photos très retouchées, que des photos naturelles, que machin, et qu'à côté vous avez un photographe qui vous dit alors moi je fais que de la photographie de mariage, je fais que ça de mes journées, vous allez choisir automatiquement le photographe de mariage, parce que vous allez vous dire bah ce photographe là il est spécialisé dans ce qu'il fait, il fait que ça toute la journée, du coup il le fait mieux. Souvent c'est ça qui va se passer. C'est pour ça qu'au début je conseille vraiment de se spécialiser, et n'ayez pas peur de ça, d'autant plus que encore une fois le photographe de mariage, on lui proposera quand même des photos grossesse, on lui demandera quand même si on aime son travail, de faire des photos de famille. On lui demandera sûrement, d'ailleurs, s'il fait vraiment très bien son travail. Il y a aussi des gens qui vont lui proposer d'autres projets et qui vont se dire ah mais ça se trouve il ferait super bien des pochettes d'albums, des trucs. En fait, se spécialiser, ça vous ferme pas des clients autres que la spécialisation. C'est juste que ceux avec qui vous voulez travailler, ils vont vous choisir plus. Moi, par exemple, quand j'ai commencé, je voulais vraiment travailler plus dans la musique, dans les milieux culturels, mais je disais que je faisais tout. Et du coup, bah, personne m'appelait pour des projets culturels, alors que maintenant, quand je dis je suis spécialisée dans l'événementiel culturel et le portrait artistique, on m'appelle beaucoup plus pour ça, mais j'ai encore des clients qui m'appellent pour donner des cours, pour faire d'autres choses. Enfin, voilà, ça ferme pas de porte. Voilà, c'est vraiment ce que je voulais dire. Et je tiens à nuancer ça. Ça veut pas dire que vous allez toujours rester spécialisé. Ça veut pas dire que c'est obligatoire de se spécialiser. Il y a des photographes, encore une fois, qui réussissent autrement. Moi, c'est plus des conseils qui ont vraiment marché pour moi. Et en tout cas, pour aller et tendre vers des projets qui me plaisent plus, enfin lesquels je voulais aller depuis longtemps. Et aussi, ça vous empêche pas non plus de changer au fur et à mesure du temps. Le but, c'est de vous créer une communauté et de vous créer une base de clients un peu solide, et plus elle est solide et plus vous pouvez vous permettre ensuite de switcher, de changer un peu de domaine ou d'élargir votre domaine de compétences, etc. Voilà, moi c'est vraiment des conseils pour des tout débuts d'entreprise, parce que je suis au tout début de mon entreprise encore et que je peux pas vous dire ah ouais dans 10 ans faites comme ça, enfin voilà. On verra ça au fur et à mesure du temps et on grandira ensemble quoi. Et du coup quand vous êtes spécialisé justement, vous allez vous demander, et ça je pense que c'est la base des bases des questions à se poser, c'est quel est mon client idéal. Donc le client idéal en entrepreneuriat, c'est la base, c'est le socle d'une entreprise, et c'est ce qu'on appelle aussi d'ailleurs le persona, je crois. Mais le client idéal, ça va être la réponse à qui je vais vendre ce que je propose. Il y a un super épisode de The Bee Boost, je vous en ai déjà parlé dans mon premier épisode de podcast, mais The Bee Boost, c'est un podcast d'entrepreneuriat. Aline, la présentatrice, vous explique comment créer sa boîte et aussi comment la faire évoluer, etc. Et en fait, elle vous propose plein d'exercices. Et elle a un épisode entier sur le client idéal. Donc vraiment, allez voir et faites l'exercice en entier. Moi, je l'ai fait comme une bonne élève et ça m'a vraiment, vraiment beaucoup éclairé. Vous allez voir, vous allez passer des paliers en fait de pouf, pouf, ah mais oui, ah d'accord, ah machin. Ça passe de tout flou à hyper stable rapidement. En gros, si vous vendez des photos de mariage, quel est votre client idéal? Votre client idéal, facile, c'est un couple qui va se marier. La création d'un client idéal, ça va être un peu un jeu, ça va être un peu un exercice. Vous allez essayer de vous projeter et de vous dire que vous allez raconter un petit peu la vie, l'histoire de votre client idéal justement. Donc là par exemple si on parlait de photos de mariage, ce serait un couple, mais ce couple-là, est-ce qu'il a des enfants? Quel âge il a? Ce couple, comment il s'appelle? On peut leur donner un petit prénom chacun. Quel âge ils ont? C'est quoi leur histoire? Qu'est-ce qu'ils ont comme job? Quelles sont leurs passions? Quels sont les lieux où ils vont sortir? Dans quels réseaux sociaux ils vont aller, etc. Vous allez vous dire mais pourquoi on fait ça? On s'en fout de savoir quelle musique ils écoutent et tout, enfin c'est pas important. Et en fait si, en sachant que des clients idéaux, vous pouvez en avoir plusieurs, mais au fur et à mesure vous allez écrire votre histoire, vous allez apprendre à mieux les connaître. Et ça c'est trop important, vous allez apprendre à mieux les connaître. Et c'est primordial de connaître les clients. Voilà, en fait toutes ces questions-là, elles vont servir à absolument tout le reste de votre stratégie, et ça on le verra après. Mais par exemple, exemple concret, je me suis dit, les jeunes artistes, qu'est-ce qu'ils consomment sur Internet? Du coup, je suis allée voir tous les médias musicaux, je suis allée regarder tous les groupes Facebook, toutes les pages Instagram, tous les réseaux un petit peu comme ça qu'ils pouvaient consommer. Et du coup, je me suis dit, je vais publier là-bas, du coup, mes photos. Et ça a hyper bien marché. J'ai publié mes photos dans des groupes Facebook, par exemple, de réseaux de musiciens.
Et je leur ai dit, bah moi je fais des photos pour les musiciens. J'ai eu plein de contacts grâce à ça. Le client idéal, ça va vraiment être ça va être connaître à fond votre client et savoir qu'est-ce qu'il consomme, où est-ce qu'il va, ce qu'il aime dans la vie, pour pouvoir du coup comprendre ses problématiques, les accompagner au mieux et communiquer là où ils communiquent eux. Et en fait, aller chercher les gens parce que personne viendra vous chercher vous. Voilà. Surtout si vous êtes inconnu au bataillon, les gens ils peuvent pas savoir que vous êtes cool quoi. Ils peuvent pas connaître vos formules si vous leur avez pas présenté avant. Et aussi, les bases d'une boîte, pour moi, ça c'est hyper important, c'est les valeurs. Quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce que je veux communiquer? Qu'est-ce que je veux apporter au monde? Et comment vous voulez aussi mettre en place les choses? C'est quoi vos valeurs? C'est quoi vos limites? Est-ce qu'il y a des choses ou des gens avec qui vous voudrez jamais travailler? Est-ce qu'il y a des limites à ne jamais franchir? Et bien sûr, là, c'est une liste non exhaustive. Il y a plein d'autres questions à se poser au début d'une entreprise. Genre, est-ce que je veux travailler seule? Est-ce que je veux travailler à plusieurs, etc. En sachant que rien n'est gravé dans le marbre, encore une fois, et que tout ça évolue et change en fonction, au fur et à mesure du temps. Donc voilà, ça, c'est les deux grosses bases solides pour moi du début d'une boîte. C'est être clean niveau administratif et savoir ce qu'on fait, où on va, se poser les questions un petit peu basiques. Maintenant qu'on a une super entreprise avec des super valeurs, youhou, c'est super. Comment on fait pour trouver des clients? Comment on fait pour vivre de notre passion? Encore une fois, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas du tout quand on est un artiste et qu'on a beaucoup de mal. Mais trouver des clients, faire une stratégie de communication, faire des trucs un peu plus marketing, ça peut être hyper rebutant. Mais je pense que ça peut être très bien fait, ça peut être fait avec des belles valeurs, ça peut être fait sans dénaturer notre travail aussi. Ça, c'est hyper important, c'est un sujet sur lequel j'aimerais revenir aussi au fur et à mesure des épisodes, c'est comment vivre de son métier sans dénaturer son art. Ça, on en parlera au fur et à mesure. Bref, premièrement, je pense qu'il faut avoir un book cohérent et solide pour pouvoir montrer son travail et démarcher des gens ensuite. Par exemple, une de mes activités, c'est la photographie de concert. Et sauf que quand j'ai voulu me lancer dans la photographie de concert, j'avais aucune photo de concert à montrer. Et du coup, bien sûr, quand je démarchais, personne me répondait, personne me calculait parce que je suis en mode bonjour, je suis photographe de concert, mais j'ai aucune photo à vous montrer. C'est chaud quoi. Donc j'ai fait des collabs et je vous conseillerais de faire des collabs pour ça. Pareil, on fera un épisode entier sur la collaboration, comment faire en sorte de ne pas se perdre dans du travail gratuit, mais de s'en servir à bon escient pour toutes les parties et que ce soit équitable pour tout le monde. Moi, je pense que les collaborations, c'est important quand c'est quelque chose que vous avez jamais fait. Et bien sûr, vous pouvez être payé pour la première fois pour un truc que vous avez jamais fait. Par exemple, la première photo de concert que j'ai faite, je les ai faites gratuitement, c'était pour la Alton Garnier. Et du coup, ça m'a beaucoup servi d'avoir cette accréditation-là, parce qu'ensuite, j'ai pu montrer ce travail à d'autres. Donc voilà, n'hésitez pas à vous créer un book. Si vous faites de la photo de portrait, prenez en photo vos amis, entraînez-vous sur vous aussi. Pas besoin de faire 50 000 collabs gratuites non plus. Voilà, faites attention à pas vous perdre là-dedans. Et justement, pour parler de présentation de son travail, et justement en termes de présentation de son travail, avoir un site, je pense que c'est quand même une grosse valeur ajoutée. C'est un peu difficile de faire un site, je comprends totalement que ce soit pas la chose la plus simple à faire, mais sur YouTube, si vous tapez créer son site de photographe, machin, tous les photographes que je suis en parlent, Nico DT, surtout Laetitia Camboni aussi, beaucoup. Et puis quand j'ai créé mon site, je suis allée voir pas que des photographes, j'ai regardé plein de vidéos YouTube, franchement, il y a plein de conseils, vous pouvez faire les choses pas à pas. Personnellement, j'utilise WordPress et je regrette absolument pas. Mon site me coûte environ, je pense, 120 € par an avec le nom de domaine, et mon site m'a permis de pouvoir montrer mon travail à beaucoup de gens et d'avoir un rendu plus pro que voilà, je vous passe mon Instagram, enfin voilà, là j'ai un vrai portfolio professionnel, je peux moduler mon site comme je veux, je pourrais même rajouter un shop, mais je suis pas encore sûre de moi, donc pour l'instant je suis sur Etsy, mais par contre un site ça prend beaucoup de temps à faire. Vraiment, accrochez-vous, bon courage. On se rend pas compte, je crois, mais moi, mon site, j'ai dû prendre 1 mois pour le faire et un autre mois pour comprendre ce que j'avais fait et faire les choses mieux. Et tous les 6 mois, je me rends compte que ma mise en page ou ce que j'ai fait, j'aime pas, du coup, je change, enfin voilà. Mais en tout cas, le mettre à jour régulièrement, aujourd'hui, ça me prend très peu de temps parce que je le connais bien et que je sais comment il marche. Voilà. Ça prend beaucoup de temps la création comme tout et après, ça va plus vite. Mais avoir un site, c'est quand même super cool. Et du coup, en fonction des questions que vous êtes posées avec votre client idéal, c'est sur quels réseaux sociaux aussi vous allez vous mettre. Je pense que les réseaux sociaux, c'est quand même un bon plus pour créer sa boîte. C'est pas obligatoire, encore une fois, mais moi, je conseille. Moi, c'est là où je trouve mes clients la plupart du temps. Et justement, super transition, parce que je voulais passer à la catégorie comment trouver des clients. Et pour moi, il y a 2 grosses bases pour trouver des clients à ne pas négliger. Donc, c'est d'avoir une stratégie déjà et savoir communiquer.
Pour votre stratégie, on va reprendre un petit peu tout ce qu'on a vu avec le client idéal. Donc, qu'est-ce que veut mon client, de quoi il a besoin, comment je peux répondre à ces besoins-là. C'est toujours un problème, une solution, et la solution, c'est votre offre. Et du coup, on va voir aussi ce qui existe déjà. On appelle ça faire de la veille. Vous allez aller voir un petit peu tout ce que font les autres personnes qui veulent vendre la même chose que vous. Si jamais demain, je veux vendre des pots de fleurs, je vais aller voir tous les sites de pots de fleurs. Et quels sont leurs prix, quelles sont leurs communications, quels sont leurs prix, quelles sont leurs stratégies de communication, qu'est-ce qui est mis en place pour me donner envie aussi d'acheter ce pot de fleurs. Et du coup, le but, c'est de pas plagier ça du tout, mais d'être cohérent en fait par rapport aux offres qui existent déjà et essayer de vous démarquer en faisant quelque chose en plus ou quelque chose de différent en tout cas, et de aussi rester dans les prix un peu du marché, ne pas casser le marché, pareil on en reparlera, mais c'est quelque chose d'essentiel pour permettre à vous et aux autres photographes ou créatifs de garder des prix décents pour vous rémunérer et faire en sorte que les autres puissent se rémunérer à la hauteur de leur travail. Voilà. Et du coup la communication, on peut la voir en 2 paliers aussi, c'est communiquer et démarcher. Communiquer sur les réseaux sociaux, du coup, comme on a dit par rapport au client idéal, sur quel réseau va mon client, et du coup communiquer sur ces réseaux-là. Moi j'ai choisi par exemple mes 2 réseaux principaux. En vrai c'est quand même Instagram et LinkedIn. J'ai pas les mêmes clients sur les deux, mais c'est aussi pour 2 raisons différentes. C'est que je communique autant sur voilà mes offres, etc., ce que je fais, mais aussi parce que je veux partager mon art et parce que c'est ma passion et que voilà, c'est important pour moi, et aussi pouvoir partager un peu mes valeurs. Sur Instagram, je me permets beaucoup de partager mes valeurs et de vous dire ce que je pense du monde. Et donc voilà, c'est les 2 réseaux sur lesquels moi je suis la plus active, mais j'en ai aussi d'autres. Sur Facebook, moi j'ai juste un Facebook personnel, c'est là où je vais chercher surtout mes modèles, et j'ai aussi TikTok, mais en vrai je vais pas mentir, TikTok je vais juste reposter les réels que j'ai déjà fait. Voilà, ça c'était pour la communication. C'est Louise du futur, j'ai oublié de vous parler du démarchage. Pour le démarchage, j'avais 2-3 conseils assez rapides, mais notamment pour moi le démarchage par mail, ça marche toujours. Donc n'hésitez pas à envoyer des mails aux endroits qui vous intéressent. Par contre, je pense que la bonne marche à adopter, c'est de ne pas envoyer 100 mails par jour, copier-coller à tout le monde. Ça sert vraiment à rien. Il faut vraiment personnaliser ces mails, vous renseigner sur l'endroit que vous démarchez et faire des mails très personnalisés. Moi, j'envoie un mail par jour à peu près grand max, mais je prends du temps pour me renseigner sur le lieu et voir si c'est vraiment un lieu qui peut me correspondre et comment, qu'est-ce que je pourrais leur apporter, leur faire une proposition. Il y a même des gens qui leur font déjà un plan en mail avec une vraie proposition, etc. Enfin voilà, essayez de personnaliser vos mails et ça marche vraiment assez bien. Je vous conseillerais aussi d'aller vous déplacer, que ce soit dans les salons, que ce soit voilà, dans les lieux qui peuvent un peu être cohérents avec vos recherches. Allez voir vos clients directement et proposez-leur au bon moment, bien sûr, et dans des milieux adaptés, mais un petit peu vous présenter et montrer ce que vous faites. N'hésitez pas à appeler aussi, ça marche bien. Voilà, on se souvient toujours mieux d'une tête ou d'une personnalité que d'un mail. Bon voilà, je pourrais encore une fois passer 1 heure sur la communication parce que c'est une grande passion pour moi, vous l'avez peut-être vu, j'adore communiquer, j'adore parler avec les gens. Ça fait déjà 1 heure que j'enregistre, donc il faut que je me dépêche. Mais autre point important, c'est de trouver son organisation. Quand, comme entreprise, on est un petit peu perdu, on est genre mais qu'est-ce que je fais quand, etc. Je pense qu'il faut un peu se discipliner. Moi j'ai pour ça mis plusieurs choses en place. Faire un business plan à long terme, je vous conseille, encore une fois il peut changer, mais voilà, savoir, voilà, là on est en mars 2023, créer ce podcast, je l'avais en tête depuis un mois, je savais que je voulais le faire maintenant. Ma boutique Etsy pareil, du coup ça fait plusieurs mois que j'ai réfléchi. Là j'ai un gros projet pour la fin de l'année, du coup j'essaye de déjà mettre en place des choses pour qu'à la fin de l'année je puisse m'y mettre à fond. Un petit peu essayer d'avoir des prévisions de combien vous pensez pouvoir gagner cette année, comment... Moi je me suis fait un tableau, je me suis dit bon ce serait bien que chaque mois je gagne environ ça, si je suis en dessous c'est pas grave. Je sais ce que je dois mettre en place pour essayer de gagner ça. Enfin le business plan à long terme c'est comme un vision board en fait, c'est juste des étapes qui vont vous permettre de un peu vous projeter et de vous demander comment est-ce que je peux faire pour atteindre ces objectifs là, trouver des gros objectifs avec des grosses dates importantes et du coup le découper un petit peu comme vous voyez sur pas mal de réseaux sociaux, mais ça marche super bien, hein. Réussir à découper un petit peu ses prévisions par semaine, par mois, qu'est-ce que je dois faire, se créer un emploi du temps par exemple. Moi ça m'a beaucoup été au début, même si mon emploi du temps il change parce que du coup des fois j'ai des prestations à faire et du coup ça bouleverse un peu mon emploi du temps, mais concrètement le matin je fais surtout tout ce qui est administratif, tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est relations clients, je réponds
aux mails, etc. Et l'après-midi, c'est de la création. L'après-midi ou le soir, soit je vois des clients et je suis sur des tournages, soit je fais du montage, de la création de contenu. Et ça m'a beaucoup aidé à avancer aussi. Et pareil pour notre communication, on a choisi des réseaux sociaux où on voulait communiquer. Qu'est-ce qu'on communique, à quel rythme. Si je fais par exemple un post par semaine, ça me fait 4 posts par mois. Comment je peux prendre de l'avance pour pas me retrouver chaque semaine à galérer à faire 4 posts au dernier moment, etc. Donc moi j'ai un plan de communication par exemple. Je sais à peu près un mois à l'avance ce que je vais poster sur tel réseau, tel réseau, tel réseau. Et du coup, un mois à l'avance, je vais essayer de... Alors ça, c'est dans l'idéal, hein, mais ça se passe pas toujours comme ça. Je vais essayer du coup de me prendre 2 jours où je vais mettre en place toutes mes publications et tout. Et comme ça, les jours où je publie, j'ai juste à copier-coller et paf, c'est fait. Donc ça, c'est quand même assez cool. Et ça s'appelle aussi du time bashing. Ça, c'est trop bien. Je vous invite à aller voir. J'espère que je vais bien dire son nom, mais Juliane Calais, elle est sur YouTube et sur Instagram, mais surtout sur YouTube, ses vidéos sont hyper intéressantes. Et elle parle du time bashing et ça aide beaucoup en vrai. En gros, le but, c'est que là, par exemple, si vous avez vos 4 posts par mois, comme je vous l'ai dit, au lieu d'en faire un par un, vous allez tous les faire d'un coup. Et du coup, ça va vous prendre moins de temps. Et c'est un petit peu ce que j'essaye de faire à chaque fois. C'est des gros blocs de retouches, des gros blocs de montage, des gros blocs de création de contenu. Par exemple, là, le podcast, j'ai eu plein d'autres projets en même temps, donc je l'ai fait, j'enregistre toujours la veille pour le lendemain pour l'instant. Mais dès le mois d'avril, je me suis prévu une journée entière où je vais essayer en tout cas d'enregistrer parce que j'ai peur de pas avoir de voix si je parle 4 heures d'affilée. Voilà, où je vais enregistrer tous mes épisodes et ensuite un autre jour où je vais tout monter. Et comme ça, pour le mois d'avril, j'ai tous mes épisodes de fait. Voilà, c'est un peu dense. J'espère que vous êtes toujours là et que vous arrivez toujours à suivre. C'est bientôt fini. J'ai noté beaucoup de choses. Je pense que je ferai plusieurs épisodes de ça dans tous les cas. Ensuite, autre étape hyper importante, c'est comment se faire un réseau. On va reprendre un petit peu le prisme de l'entrepreneur créatif. Si vous êtes dans l'entrepreneuriat et que vous êtes photographe, par exemple, je vous invite vraiment à voir les autres photographes, pas comme des concurrents, mais comme des collègues. Ça va vous apporter beaucoup de joie de vivre, en fait. Moi, je suis beaucoup de photographes sur les réseaux sociaux. J'ai beaucoup d'amis photographes. À Lyon, j'ai rencontré beaucoup de photographes ou de réals. Et ça apporte vraiment beaucoup au quotidien. Déjà, quand vous avez des problèmes, vous pouvez en parler entre vous. Si vous avez des conseils à demander, vous pouvez. Et vous pouvez vous aussi en donner. En fait, moi, je vois ça vraiment comme de l'entraide. Et comme, en fait, si on est beaucoup à s'entraider dans notre activité, genre en tant que photographe, on peut aussi se battre pour avoir des meilleurs droits, pour que nos photos soient reconnues, pour que notre travail soit reconnu, soit respecté. Et aussi, on est plus fort, quoi. À plusieurs, on peut s'entraider, on peut échanger sur nos problématiques et aussi sur nos passions, parce que c'est des métiers passions, c'est ça qui est intéressant. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'aller aux événements d'entrepreneurs, aux événements de photographes, aux événements artistiques qu'il y a autour de vous. Renseignez-vous dans votre ville. À Lyon, il y a un super café de photos qui s'appelle Paul Trade qui est trop cool. Un café de photographe où il y a plein d'événements. Moi, j'y vais tout le temps et je vous conseille trop. Ça se fait au fur et à mesure, pas de pression. Mais n'hésitez pas à aller aux événements. Moi, j'y suis allée au début vraiment à tâtons. J'étais toute seule à Lyon, j'avais aucun réseau. Je me sentais très seule. Et du coup, j'ai fait plein d'événements où j'étais seule tout. Au début, c'est hyper intimidant. Si vous avez un pote à qui y aller, c'est cool. Moi, j'étais toute seule à pouvoir y aller, donc j'y allais toute seule. Et au début, c'est hyper intimidant, vous êtes en mode mais qu'est-ce que je fais là? Mais au fur et à mesure, en fait, on s'habitue. Je suis allée à un événement la semaine dernière et au bout de même pas 10 secondes, j'avais même pas encore passé la porte, j'étais déjà en train de parler avec quelqu'un. Donc voilà, vous verrez, vous détendez au fur et à mesure et ça va aller. Dernier petit conseil important pour moi, c'est la posture que vous adoptez pour votre boîte. C'est hyper intimidant au début de créer son auto-entreprise, de se faire payer pour ce qu'on fait. Et d'assumer ça en fait, d'assumer son art, d'assumer. C'est un petit peu dur de défendre des fois son art, mais c'est primordial. En fait, si vous vendez mal votre activité, personne ne viendra vers vous. Il faut vraiment avoir confiance en ce que vous faites, confiance en vos formules, confiance en vos produits, et c'est là où les autres vous feront confiance. En fait, si je vous parle de mes formules et que je vous dis « Ah, j'ai des formules en fait pour les musiciens, mais bon, après, je sais pas, hein, moi je viens de commencer, mais je me dis que ça pouvait être cool de créer des formules pour les petits artistes et pour les accompagner au niveau de la com, mais bon, après, enfin voilà, mais voilà, c'est rien, hein, c'est juste une petite idée comme ça, machin, enfin bref. Là, vous allez vous dire, bon, la meuf, bref. Mais si je viens vers vous et que je vous dis, je suis photographe et vidéaste, je suis spécialisée dans l'événementiel culturel et le portrait artistique, j'accompagne notamment les jeunes artistes
à créer leur plan de communication à l'année et du coup à créer leur production audiovisuelle et à travailler leur image à long terme. Là, vous allez me faire beaucoup plus confiance. Ça peut être très difficile de se vendre, on peut se dire, on peut avoir un syndrome de l'imposteur assez ouf, ou alors pas avoir confiance en soi, quoi. Et c'est normal, et ça prend du temps, et il faut pas s'en vouloir. Mais prenez confiance en vous, vraiment. Vous avez des super beaux projets. Ne vous sous-vendez pas. C'était dur à dire ça. Ne vous sous-vendez pas. Vraiment, baissez pas vos prix. C'est trop important. Déjà, vous allez casser le marché. Ça se fait pas pour les autres photographes. Mais aussi, ça va pas vous apporter plus de clients. On croit toujours que quand on baisse nos prix, on a plus de clients. C'est faux. Et justement, plus on se rémunère à hauteur de notre travail, bah, vous verrez que vous avez beaucoup plus de clients au final. Parce que justement, vous respectez votre travail. Et qu'en plus, vous avez des qui respectent votre travail aussi. En fait, moi, les clients qui commencent encore à vouloir négocier mes prix et tout, je prends même plus le temps, je leur dis que c'est pas possible. Voilà. Alors que j'ai clairement pas le luxe de le faire en vrai. J'ai pas encore assez de clients pour pouvoir dire ah c'est bon, je m'en fous, ah machin. Je m'en fous pas. Par contre, ça me coûte moins cher de pas travailler que de travailler pour quelqu'un qui va me coûter de l'argent. Et en plus, pour qui je ferais du travail dont je suis pas fière. Donc voilà, prenez confiance, ça va aller. Tout va bien se passer. Et d'ailleurs, dernière catégorie de conseils un petit peu plus financière, il y a 2 choses que j'ai appris cette année, c'est que de 1, le matériel c'est important, mais il faut faire attention aussi aux investissements, que moi j'ai dépensé beaucoup d'argent dans du matériel que parfois j'utilise pas beaucoup, voire pas du tout. Donc voilà, des fois on va t'amener à acheter des choses, mais renseignez-vous plusieurs fois, quand c'est des choses qui coûtent plusieurs centaines d'euros, à ce que ce soit vraiment quelque chose dont vous avez besoin. Si vous l'utilisez qu'une fois tous les 6 mois, ça vous coûtera moins cher de le louer. Et deuxième conseil un peu plus financier, ça va être apprenez à diversifier vos sources de revenus. Le problème quand on fait de la prestation de service, c'est que quand on va arrêter de travailler, genre partir en vacances, prendre un week-end ou être malade, et ben vous allez rien gagner. Aussi, deuxième problème, surtout dans ces temps un petit peu incertains, vous allez parfois être amené à pas pouvoir travailler parce que je sais pas, il y a le Covid ou machin, enfin on a vu un petit peu ce que ça pouvait donner. Du coup, si vous êtes hyper spécifié et que vous faites un seul type d'activité, genre les concerts, le jour où vous pouvez pas aller au concert parce que si, parce que ça, ou le jour où carrément les concerts sont interdits pendant une période donnée, et vous êtes dans la merde. Donc le truc, ça va être d'apprendre à diversifier vos sources de revenus. Que ce soit entre, faire des prestations, mais déjà diversifier vos clients, diversifier votre base de clients, mais aussi en regardant ailleurs et qu'est-ce qu'on peut faire. Moi aujourd'hui, je gagne des sous dans l'événementiel culturel, je le gagne aussi un petit peu dans d'autres prestations, je le gagne en faisant des portraits, des books, je le gagne en faisant des photos pour des particuliers et tout, mais je le gagne aussi en donnant par exemple des cours. Je donne pas mal de cours de photo maintenant dans des écoles de design à Lyon. Ça me permet aussi d'avoir un revenu complémentaire. Je gagne aussi des sous avec ma boutique Etsy. C'est un projet que j'aimerais développer un peu plus à long terme, ma boutique. Ça peut être une vraie aide pour moi et surtout pour mes projets artistiques. Pour l'instant, je vais pas vous mentir, je suis pas hyper rentable sur ma boutique Etsy du tout. À terme, en la développant, en fait, j'aimerais que elle permet de financer mes projets artistiques à 100% et que j'ai plus à payer de ma poche mes projets artistiques, mais que ce soit les revenus de ma boutique Etsy qui me permet de recouvrir ces frais-là. Parce que je sais pas si on se rend compte, mais chaque projet, ça me coûte environ 200 €. Et ça, c'est en réduisant les coûts. Voilà, les projets artistiques, ça coûte très cher. Si le podcast, à terme, si un jour il marche pourquoi pas aussi en faire une source de revenus. Enfin voilà, diversifiez vos sources de revenus, ça vous aidera à être plus pérenne. Il y a des gens aussi qui vendent des formations, qui vendent des produits, enfin, il y a plein de façons de vivre de son art. C'est la prestation, je pense, quand même le revenu le plus simple à avoir et le plus rapide. Et le reste, c'est des projets à long terme qui vont demander beaucoup d'investissement, mais en même temps, c'est des projets absolument passionnants. C'est un petit peu les conseils que j'avais à vous donner. Il y en a 1000 autres, là, ça y est, j'ai 1000 autres idées de choses à vous parler. Je suis restée très en surface de chaque catégorie parce que il y aurait beaucoup trop de choses à dire sur chaque. Je pourrais vous faire d'autres épisodes de conseils d'entrepreneuriat créatif un petit peu. Le but, c'est qu'on se serre les coudes, le but, c'est qu'on apprenne ensemble. Donc si vous avez des conseils à partager, n'hésitez pas. Vous pouvez par exemple commenter sur la chaîne YouTube de La Lame. N'hésitez pas à partager vos conseils. Il y a des choses que vous avez appris cette année aussi. J'espère que cet épisode aura pu vous être utile. Je vous souhaite plein de bonnes choses si vous souhaitez vous lancer dans votre projet. Vous allez y arriver, c'est pas toujours facile. Sachez qu'il y a des up et des down. Voilà, encore un conseil, dernier conseil. Il y a des up et des down tout le temps en entrepreneuriat. Ça veut pas dire qu'il faut tout lâcher, ça veut pas dire qu'il faut prendre des choses pour acquis, ça veut pas dire que voilà. Une entreprise, c'est des gros hauts, des gros bas, et il faut apprendre à stabiliser son moral un petit peu pour pas toujours être au fond du trou ou totalement
idéaliste, quoi. Moi, j'ai appris un petit peu à appréhender ça au fur et à mesure. Et voilà, ça va bien se passer. Tant que vous êtes bien organisé, allez-y à fond, mettez-vous-y à fond, cassez vos barrières, on s'en fout, vous allez trop y arriver. Je suis fière de vous. C'est pas facile et vous êtes hyper courageux de faire ça. Donc, je vous envoie tout mon amour. Je tiens à vous remercier aussi très très fort des retours que vous m'avez fait pour le premier épisode. J'étais très stressée, j'avais très peur. J'essaye de me détendre au fur et à mesure. Mais sachez que vos petits mots, vos soutiens, ça m'a vraiment beaucoup touchée. J'avais très peur de comment ça allait être reçu et au final vous avez été adorable bien sûr, donc merci pour tout. Si jamais vous voulez me suivre sur Instagram ou sur les autres réseaux, mon pseudo Instagram c'est Louise avec 2i-8ms. Et sinon vous tapez Louise Mollier-Sabé, normalement j'ai tellement spammé internet que vous devez me trouver assez facilement. Je vous souhaite une belle journée, plein de bonnes choses pour vos projets et on se dit à très vite.